Mon invitée du jour est Marie d'Armagnac. Elle nous présente son ouvrage « Giorgia Meloni, mon itinéraire », une autobiographie d'une leader politique conservatrice. Alors Marie d'Armagnac n'est pas l'auteur de cette autobiographie puisqu'elle n'est pas Giorgia Meloni, mais elle a fait la préface. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également auteur de Matteo Salvini, l'indiscipliné. Vous êtes journaliste. Comment en êtes-vous arrivé à préfacer le livre de celle qui aujourd'hui est présidente du Conseil en Italie ? Alors, j'ai vécu longtemps en Italie, et puis, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire cette biographie de Matteo Salvini, c'est que je voulais que les Français comprennent un peu en dehors des clichés quel personnage c'était, et puis j'ai continué à écrire régulièrement sur l'Italie. Et cette maison d'édition italienne qui a les droits pour la France de cette œuvre de Giorgia Meloni m'a contactée, en fait, après avoir vu tout ce que j'avais fait sur l'Italie. Et Giorgia Meloni, vous l'avez déjà rencontrée ? Oui, quand je vivais à Rome, oui, je l'ai rencontrée plusieurs fois. Et elle voulait que vous fassiez la préface Je l'ai vue dans des endroits, par curiosité, j'allais voir des endroits militants de ce qu'elle organisait comme manifestation culturelle, etc. Et effectivement, on lui a proposé mon nom pour la préface et elle était tout à fait d'accord, oui. Et comment est-elle dans la vraie vie, Giorgia Meloni ? Parce que vous l'avez connue avant son ascension. Avant son ascension, oui. Alors, elle est extrêmement combative, elle est décidée, en fait, elle est très obstinée, très tenace, et puis elle est très... c'est une grande travailleuse, enfin, elle travaille ses dossiers, elle travaille tout, elle lit beaucoup, elle s'implique, elle est très passionnée. Elle est presque entièrement politique. Elle le raconte d'ailleurs dans son livre. C'est que la politique, c'est presque tout dans sa vie, en fait, au détriment sûrement de choses plus légères. Mais voilà, elle est très. On voit que c'est quelqu'un d'extrêmement décidé. Et on voit où ça peut mener, cette constance. Alors, Giorgia Meloni, elle était membre du MSI. Elle estime que son parti est héritier du MSI, le mouvement social italien. Oui. Elle a milité ensuite à Alliance Nationale quand le MSI s'est autodissous. Oui. Et pour finalement, rejoindre la grande coalition. La grande coalition de droite. Et finalement, quand la droite a, selon elle, trahi ses idées, elle a créé son propre parti en 2012, Fratelli d'Italia, qui était complètement groupusculaire à ce moment-là. Oui. Et qui a végété pendant 10 ans, pendant combien de temps qui n'a pas végété, mais qui est une progression en fait, assez lente. Et qui a progressé tout le temps, mais il y a eu, en fait, elle s'est dit, moi, le vrai décollage que je vois, c'est surtout aux européennes de 2019, où là, elle arrive enfin à 6%. Donc, elle se dit quand même qu'il y a un frémissement et que tout le travail qu'elle a fait, effectivement, n'est pas vain. Et puis après... il y a eu tous ces gouvernements successifs en Italie qui étaient un peu brinque-ballants avec des alliances de droite et de gauche, et puis gauche et de gauche, 5 étoiles à chaque fois au milieu, qui faisaient un peu l'arbitre et qui faisaient surtout preuve d'une certaine incompétence. Et elle s'affirmait comme seule force d'opposition, aussi bien pendant la crise du Covid que la crise financière, etc., et même que le gouvernement Draghi. Et donc elle a bénéficié de ça, si vous voulez, d'une certaine cohérence. Et voilà, et ça a été récompensé là, il y a un mois aux élections législatives, effectivement. Justement, je vais rebondir pour une petite parenthèse sur la question du Covid, parce que nos téléspectateurs sont souvent intéressés à cette question. Oui. Quel est le positionnement de Giorgia Meloni sur la crise sanitaire et la manière de gérer une telle crise ? Alors, elle vient justement, l'une de ses premières décisions au cours du premier Conseil des ministres, c'est d'abolir l'obligation vaccinale pour les soignants, donc depuis le 1er novembre. Elle a toujours été assez critique de la gestion telle qu'elle s'est faite, notamment par Giuseppe Conte, qui était du 5 étoiles, Premier ministre à l'époque. Et puis, il faut savoir que le ministre de la Santé italien, Roberto Speranza, lui était d'extrême gauche, donc il voulait enfermer tout le monde presque à vie, en caricaturant à peine. Et elle l'a montré, elle le dit même dans son livre, et puis elle l'a redit... Elle a dit que c'est un modèle qui a failli, puisqu'on a 170 000 morts. On a eu un modèle de gestion le plus restrictif, l'un des plus restrictifs d'Europe. Il y a des enfants qui ne sont pas allés à l'école pendant 1 an. C'était cours à distance. Donc ça a des conséquences sociales, financières, psychologiques absolument désastreuses pour un bilan humain très mauvais aussi. Donc elle avait toujours dit on va faire autre chose. Et là, elle l'a redit. Donc déjà, elle va faire... réintégrer les soignants suspendus. Alors on va voir après dans quelle modalité, parce que ça vient de se faire. Mais elle explique que ce qui va compter, et c'est sa démarche politique en général, c'est un pragmatisme en fait.
Et non pas d'idéologie, on enferme tout le monde, on confine à la chinoise, etc. Ça, c'est terminé. Elle a bénéficié aussi du fait de ne pas être au pouvoir pendant le Covid, probablement. C'est plus facile. Non, ça c'est sûr. Alors, vous dites pragmatique sans idéologie. Elle s'affirme de droite et conservatrice dans une période où d'autres, par exemple chez nous, renoncent au clivage gauche-droite. Et ça fonctionne parfois chez nous également, comme les élections récemment l'ont montré. Comment s'affirmer de droite dans un pays où la droite a failli peut fonctionner comme en Italie, comment ça a fonctionné? Alors déjà, ça faisait 11 ans que la droite n'était plus au pouvoir en tant que coalition. Mais la droite a participé à des coalitions avec 5 étoiles. Avec 5 étoiles pour Salvini, et puis avec tout le gouvernement d'union nationale de Draghi, il y avait Forza Italia, donc le parti de Berlusconi, et la Ligue de Matteo Salvini. Et il y avait aussi les 5 étoiles et la gauche. Donc c'était un gouvernement qui n'était pas destiné à durer très longtemps. Comment est-ce qu'elle a fait? En fait, c'est très intéressant, et j'avoue que moi, c'est ce qui m'intéresse comme leçon à retenir pour nous, Français, c'est qu'effectivement, elle n'a rien renié. Pour elle, la politique, c'est avoir une vision claire, de droite ou de gauche. La sienne est de droite, elle le développe pas mal dans son livre, elle explique que c'est que la droite, elle se revendique conservatrice, elle n'hésite pas à le dire, elle est sans complexe comme sont les Italiens. Et je pense que, en dehors du fait que ça a été le seul parti d'opposition, que les gens avaient envie de changer, etc., et que les Italiens, dans l'ensemble, en fait, sont foncièrement de droite, je pense que ce côté qui s'affirme en tant que de droite et conservatrice, en fait, ça l'a servi. Et alors qu'en France, le calcul parti politique de droite, c'est de ne pas s'affirmer trop comme tel, et en tout cas certainement pas conservateur, parce que c'est mal vu. Et ils n'ont pas en Italie ce qu'on a chez nous, c'est-à-dire cette espèce d'extrême centre omniprésent et de gouvernance macronienne, si vous voulez, qui nous a totalement éloignés de la politique au sens noble du terme. Eux, ils n'ont pas ça, et ils ont essayé d'ailleurs de le constituer, cette espèce de centre, ça s'appelait Terzo Polo, un centre droit, centre gauche, etc. Ils avaient 6-7%. Donc chez eux, l'heure n'est pas encore venue, et elle, si vous voulez, les Italiens sont très politiques. Elle, en s'affirmant comme un leader de droite, je pense que ça aussi, ce côté clair et cohérent, ça a séduit les gens, ça c'est sûr. Oui. Il y a quelque chose qui surprend dans le livre, c'est que justement vous parlez de conservatisme, mais c'est un conservatisme décomplexé et c'est un conservatisme de proposition, puisqu'elle parle énormément de la natalité, de l'importance de la natalité. On a même presque l'impression qu'elle supprime le sujet immigration pour le remplacer par la solution, plutôt que de s'en prendre à ce qu'elle considère, elle, comme un problème, puisqu'elle est hostile aux politiques migratoires, notamment aux politiques européennes en la matière. Et elle parle énormément de natalité. De famille et de natalité. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, elle l'explique dans son livre, elle l'a expliqué plusieurs fois, notamment au Congrès de la famille à Vérone, je crois que c'était en 2019, que la famille, c'est le lieu même de l'identité. Or, elle s'affirme dans son livre, c'est une droite identitaire, son idée. Et c'est d'ailleurs son fameux discours à Saint-Jean-de-Latran en 2019, où elle dit « Et moi, je suis une femme, je suis chrétienne, je suis une mère, je suis italienne, et ça, vous ne me l'enlèverez pas. » Et donc, elle est, de façon très décomplexée, effectivement, identitaire. Et quand elle dit que la famille, c'est le premier lieu de l'identité, c'est plusieurs choses, si vous voulez. Ça n'est pas qu'une conviction personnelle ou même religieuse. C'est même... ça n'est pas religieux, si vous voulez, c'est purement politique. Et il faut savoir aussi que les Italiens ont une démographie absolument épouvantable, que cette année, je crois, il y a eu 700 000 décès pour 450 000 naissances. Donc la balance est épouvantable, la balance est extrêmement défavorable. Et pour elle, la natalité et la démographie, c'est avant tout un sujet politique. Et alors, ils n'ont pas le même système social que nous. Donc l'immigration, même si elles arrivent par vagues successives et en ce moment de plus en plus rapprochées sur les côtes italiennes et grecques, généralement ne restent pas et vont vers le nord et chez nous, souvent. Et si vous voulez, elle a vu la situation, je pense qu'elle a vu la situation de la France et d'autres pays d'Europe, et elle ne veut pas arriver à ça. Donc elle veut prendre de vitesse le problème, si vous voulez, de l'immigration. Et donc, pour elle, le fondamental de la politique, c'est que assurer un avenir, et donc assurer un avenir, c'est avoir des enfants. Et tout le système social, d'ailleurs, économique, est basé là-dessus. Et elle voit bien, si vous voulez, elle a une vision des choses qui est plus celle d'une femme d'État que
que d'une... C'est pas les prochaines élections qu'elle voit, c'est l'avenir de l'Italie. Elle voit pas à 5 ans, elle voit 10, 15, 20 ans. Mais en revanche, elle a un point qui peut faire tiquer quand on est français, c'est qu'elle est assez négative sur la France et l'Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est un discours auquel on n'est pas habitué. Elle dit que l'Italie est en quelque sorte un peu oppressée par l'Allemagne et la France, alors que nous, en France, on a plutôt tendance à dire qu'on est oppressé par l'Allemagne. Mais apparemment, nous ne sommes pas les seules victimes et nous-mêmes, nous victimiserions alors l'Italie. Les Italiens ne sont pas très... n'aiment pas énormément les Allemands, on va dire, parce qu'il y a eu toute cette période en fait d'austérité avec le gouvernement Monti, justement, auquel elle n'a pas voulu participer en 2012. Il y a eu toute une période d'austérité parce qu'il fallait absolument obéir aux critères de Bruxelles, qui en fait étaient des critères allemands. Et si vous voulez, il y a une espèce de revanche de cette intrusion et de ces difficultés, cette austérité qu'ont subi les Italiens. Et voilà, alors il y a ce fameux couple franco-allemand qui est revendiqué bien plus par la France que par l'Allemagne. Mais si vous voulez, d'Italie, ça m'a beaucoup frappé quand je vivais là-bas. Ils voient l'Allemagne pas comme un ami, ça c'est sûr. Et la France, ils se désolent de l'avoir toujours versé plus vers l'Allemagne, plus que vers le Sud, plus que vers les pays latins. Et je ne sais pas... Alors, je pense que là, c'est très intéressant ce qui s'est passé quand il y a eu cette espèce de rencontre un peu à l'arraché, si on peut dire, entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, là, il y a une dizaine de jours. Mais je pense que dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est quand même lié aussi au fait que l'Allemagne est en train de lâcher la France complètement, se tournant vers l'Est. Il y a quelques semaines, je recevais Jean-Baptiste Noé de la revue Conflit qui disait justement que la France... Lui pensait que la France devrait plus regarder du côté de l'Italie que de l'Allemagne. Et elle fait une critique qu'il faisait également, puisqu'on voit qu'elle est très, très patriote, voire parfois ça tend presque sur du chauvinisme, notamment dans la critique de la France au Mali. C'est parfois un peu les grosses ficelles. Mais elle sait faire une critique aussi des faiblesses de son pays, notamment sur la question maritime, où elle dit que l'Italie, malheureusement... c'est quasiment une île, mais c'est une puissance maritime extrêmement secondaire, que les bateaux préfèrent contourner l'Europe et aller dans les pays nordiques plutôt que de venir en Italie. Et ça, c'était dans le programme de la coalition de centre-droit. Effectivement, c'est que l'Italie est quand même centrale en Méditerranée et qu'en fait, ils n'en font pas suffisamment quelque chose, notamment sur le plan géopolitique. Et d'ailleurs, ils ont créé un ministère de la mer, qui n'est pas que la mer, qui n'est pas que question de pêche mais c'est aussi en tant que penser cet espace, repenser cet espace méditerranéen en fait, avec l'Italie au centre. Et je pense que là, il y aurait évidemment une relation franco-italienne à instaurer ou en tout cas à renforcer, parce qu'elle existe déjà bien sûr. Alors on ne peut pas s'empêcher en France, où de toute façon on est contraint de le faire, de faire un parallèle avec Marine Le Pen, puisque ce sont deux femmes, deux partis dits nationalistes, patriotiques, souverainistes, identitaires, peu importe, mais d'une même famille politique qui ont progressé, l'autre beaucoup plus rapidement et de manière à la faveur d'institutions un peu différentes aussi, mais pourtant elles sont très différentes. Bon, déjà Marine Le Pen fait 20 cm de plus qu'elle, et ensuite elle se revendique de droite et conservatrice, qui n'est pas du tout le cas de Marine Le Pen, qui fait face à une opinion un peu différente. Il ne s'agit même pas de comparer les réussites des uns et des autres, mais quand on lit son livre, notamment sur l'aspect du conservatisme, on a l'impression que ce serait plus une espèce de droite Bellamy avec de la testostérone que du Front National, non ? Alors, je vais vous dire, ça dépend quel... c'est le Front National ou le Rassemblement National ? Non, le Rassemblement National. Voilà, c'est ça, en fait. Je pense que... comment dire ? Jean-Marie Le Pen était très proche de Giorgio Almirante, qui était au MSI. Je pense qu'il y a une filiation plus chaotique du Front National au Rassemblement National, plus brisée, avec plus de ruptures, entre le MSI, puis Alliance Nationale et puis Fratelli d'Italia. Et c'est sûr que les parcours sont différents. Le Front National a 50 ans, Fratelli d'Italia une dizaine, mais héritier d'autres partis, comme on l'expliquait. Voilà, c'est ça. Mais les parcours sont différents, les systèmes politiques sont différents aussi, mais la mentalité est différente. C'est-à-dire que les Italiens sont toujours très décomplexés et en fait, ils disent les choses. Et en même temps, ils sont pragmatiques. Donc, il n'y a pas d'idéologie, il y a moins d'idéologie que chez nous, si vous voulez. Et ça n'empêche pas d'avoir des idées et des convictions, notamment conservatrices de façon assez affirmée, alors que dans le même temps, le Rassemblement national essayait de lisser et de gommer, en tout cas de gommer
assez radicalement cet aspect très conservateur. Et effectivement, ce sont deux parcours différents, deux pays différents, mais même deux mentalités politiques différentes. C'est-à-dire que en Italie, les gouvernements tombent vite, mais tout est possible. En France, c'est quand même un système qui marche mieux, qui est peut-être plus stable, mais qui est plus figé. Et puis, il y a une mentalité aussi des politiques entre eux, c'est-à-dire que les Italiens ont cette mentalité pragmatique de faire des alliances. Et en France, on l'a vu aux législatives, où ça aurait été quand même possible, malgré le système électoral, au moins d'avoir des circonscriptions où les uns se présentaient et pas les autres, et de passer des accords avant. La gauche l'a fait avec la NUP. La gauche l'a fait, effectivement, et à droite, on n'a pas été capable de le faire. Donc, ce n'est pas qu'une question de système politique et électoral, mais aussi une question de mentalité, je pense. Alors, elle ne renie rien, c'est une sorte d'incarnation du bon sens. Elle a, dans le livre, on voit qu'il y a une certaine fraîcheur, notamment de son parti, qui a une filiation de 70 ans, mais qui a 10 ans. Mais aussi, elle n'a pas gouverné. Maintenant, est-ce que c'est pas possible que ce soit un feu de paille et que ça dure 18 mois, 2 ans ? Alors, ce qu'elle a pour elle, quand même, c'est une majorité. Aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. Donc, normalement, ça devrait... Et puis, ils ont établi, si vous voulez, un programme de gouvernement ensemble, que chacun a signé, où chacun a fait des concessions, des compromis aux uns et aux autres, etc., dans les propositions à faire. Et on le voit dans la composition du gouvernement, elle est très intéressante, parce que ils sont obligés de respecter le nombre de ministres selon plus ou moins les pourcentages de voix recueillis aux élections. Mais il est très bien distribué, si vous voulez. Il y a des profils techniques, mais il y en a peu. Il y a beaucoup de profils politiques. Il y a énormément de gens d'expérience qui ont déjà eu des rôles dans les institutions, dans la haute administration, ou même sous le gouvernement Berlusconi. Ce sont des politiques au long cours, en fait. Donc elle ne débarque pas à l'Assemblée ni au Sénat. Donc ça, je pense qu'aussi c'est une vraie différence avec la France, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de plafond de verre en Italie. Et ça, on ne le dit pas, mais c'est grâce à Berlusconi il n'y a jamais eu de cordon sanitaire. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé cette idée de coalition de droite pour arriver au pouvoir. Elle en dit beaucoup de bien, d'ailleurs. Et ça a tué, si vous voulez, ça a tué dans l'œuf toute idée de diabolisation. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est cette campagne qu'a faite la gauche en Italie. Ils ont essayé de se raccrocher à l'antifascisme, à la diabolisation, etc. Et ça n'a pas marché du tout. Oui, ça n'intéresse pas, cette question. Elle fait quand même 3 pages sur Yad Vashem, mais globalement, elle n'est pas dans la repentance, elle s'intéresse peu à ces sujets. On la qualifie de post-fasciste sur Wikipédia. Donc finalement, c'est une étiquette si c'est c'est d'après, donc c'est pas... Oui, voilà, c'est ça. À part la chronologie. Enfin, honnêtement, c'est pas... Je pense que ça ne signifie pas grand-chose. Il n'y aura pas une marche sur Rome, une deuxième marche sur Rome, il n'y aura pas de chemise noire. Si vous voulez, elle est concentrée, et aussi bien son parti que la Ligue ou Forza Italia, ils sont concentrés sur le problème de l'explosion des coûts de l'énergie, qui est dramatique pour les entreprises, pour les ménages, pour la pauvreté, enfin, c'est le chômage, l'inflation. Ce sont des problématiques qui sont très, très terre à terre. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ces questions de natalité, de démographie, elle les rentre également dans un problème politique et économique. Tout est lié, en fait. Elle raisonne d'une façon assez pragmatique, certes, mais avec des convictions. Chaque chose est rattachée à une autre. C'est assez intéressant. Elle le dit très bien. Et est-ce qu'une cause de secousse qu'il pourrait y avoir au sein de sa coalition, ça pourrait pas être l'histoire de l'Ukraine, puisqu'elle a beaucoup de respect pour Berlusconi, mais Berlusconi, lui, penche plutôt du côté de Poutine, parce qu'il l'a eu au téléphone, il y a eu toute une petite polémique récemment, il l'avait appelé, parce que Poutine lui a offert de la vodka, ou l'Ambrusco, un truc assez terre-à-terre comme ça. Est-ce que c'est pas ça qui pourrait faire tomber cette coalition? Ce ne serait pas l'affaire ukrainienne, puisque les deux autres, Berlusconi et Salvini, pencheraient plus côté russe? Non, ils ne penchent pas. Il y a deux choses. Cette petite polémique, je pense qu'elle a été balancée, entre guillemets, dans les médias juste au bon moment, au moment de la formation du gouvernement, pour que ça faisait partie d'une stratégie de tension et négociation de la part de Berlusconi, qui est quand même un vieux renard bien rusé. Et donc, il a dit ça et fait fuiter ça. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait fuiter ou il a été trahi. Mais enfin, en tout cas, c'était pour débloquer une situation vis-à-vis de choix de ministres dans le gouvernement. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand Vladimir Poutine était déclaré fréquentable, il avait noué des relations d'amitié en fait avec lui quand il était lui-même chef de gouvernement, donc il s'était rencontré, etc.
C'est vrai aussi que depuis le début, en tout cas de cette affaire ukrainienne, Salvini et Berlusconi disent, en voyant les conséquences que ça va avoir, que les sanctions ne marchent pas forcément et qu'il faut essayer de retrouver absolument la voie de la négociation. Après, l'un et l'autre ont condamné l'opération de Poutine, ça c'est sûr. Alors, effectivement, Giorgia Meloni, elle n'est pas sur le même... elle n'est pas sur la même longueur d'onde, mais cela dit, c'est elle qui dirige. Hein. Donc, oui, puis elle rendait compte à l'Union européenne qui elle attendra plutôt une position comme celle qu'elle a aujourd'hui. Et puis je pense qu'elle a fait dans son discours de politique générale au Sénat qui était très intéressant. Elle a quand même bien montré, elle a toujours dit, donc elle a pris personne en traître, elle l'a toujours répété pendant sa campagne, elle est elle est très atlantiste en fait. Mais parce qu'elle dit que c'est dans l'intérêt de l'Italie. Il faut savoir que l'armée italienne n'est pas du tout la nôtre. Qu'ils n'ont pas d'énergie nucléaire. C'est pas la France pour le coup, c'est une position géopolitique qui est différente. Et puis cet atlantisme de la droite italienne, il existe depuis les années 50 en fait, quand il y avait un parti communiste italien très fort. Donc ça a des racines historiques. Et puis aussi, là encore, c'est de la part de Meloni un certain pragmatisme parce qu'elle dit si on n'arrête pas la Russie, derrière il y a la Chine. Alors moi j'aurais vu peut-être éventuellement aussi le problème à l'inverse, c'est-à-dire que si on ne garde pas des liens avec la Russie, et elle va se tourner vers la Chine. Mais elle préconise, elle n'a pas une position sectaire parce qu'elle dit qu'il aurait fallu se rapprocher sectaire, en fait. de la Russie. Mais par contre c'est une position précaire parce qu'elle-même dit que il faut se tourner vers les États-Unis, mais il faut se tourner vers les États-Unis de Trump, mais pas ceux de Biden. Non, elle est très critique sur les démocrates, donc oui. c'est quand même délicat d'avoir une position de principe atlantiste, alors que je pense qu'elle est sur le fil, hein, ça c'est sûr, moi je pense sur la politique internationale, notamment sur cette question ukrainienne. Si vous voulez, elle estime qu'elle n'a pas les moyens, y compris par rapport à toutes les urgences en interne dans son pays, les urgences italiennes, elle n'a pas tellement les moyens de se démarquer. Elle l'a dit plusieurs fois, elle l'a dit notamment dans un forum auprès des grands patrons italiens. Elle a dit je n'ai pas les moyens de me démarquer sur ce sujet des sanctions parce que l'Italie est en position de faiblesse sur de nombreux sujets et que si je dis on arrête les sanctions, elle disait je vais me retrouver toute seule et pour aucun gain de quelque côté que ce soit. Et elle pense, dans son esprit, c'est une question de crédibilité internationale de l'Italie. Merci beaucoup Marie d'Armagnac. Alors, dans l'ouvrage, vous trouverez aussi toute une partie où Giorgia Meloni explique son rapport à la religion catholique et son rapport aussi à l'Europe, parce qu'elle dit « je suis chrétienne, je suis Giorgia Meloni, je suis italienne, je suis chrétienne » et elle ajoute « je suis européenne ». Elle explique tous ces éléments dans ce livre que nous pouvons vous conseiller vivement.